Bonsoir, nous sommes le mardi 25 octobre 2016 et je vous parle de nos locaux, depuis nos locaux là où la Providence. Nous venons de sortir d'un salon de 4 jours à Paris Event Center à la Villette. Il y a eu pas mal d'interviews que j'ai faites, que j'ai mises sur internet. Et c'est toujours très inspirant ces rencontres, ces colloques, etc. Et je voudrais vous parler ce soir d'un sujet qui est très spécial, la psychologie des machines. Ouais. Je pense qu'on peut parler des machines et de leur psychologie, même si on va dire que bon, elles n'ont pas d'âme, elles n'ont pas ceci ou cela, mais malgré tout, elles ont un mode de fonctionnement. Je pense que par exemple l'idée, à la limite, si vous voulez, de dysfonctionnement, de panne, est équivalent à l'idée de maladie pour un être humain, par exemple. Donc on ne va pas discuter de savoir comment les machines ressentent ou ne ressentent pas, ou si elles ressentent comme nous ou pas. C'est un petit peu abusif, mais je crois qu'il est indispensable néanmoins de réfléchir sur ce sujet. Pourquoi ? Parce que ça permettrait de mieux comprendre la psychologie féminine. Alors, oui, parce que c'est cela. Dès qu'on laisse de côté un certain domaine de recherche, on hypothèque le travail qu'on fait dans d'autres domaines. Parce qu'on va avoir des éléments de référence qui vont manquer. Et des rapprochements qui ne vont pas pouvoir se faire, puisque le domaine en question n'aura pas été assez développé, assez formalisé pour qu'on puisse faire des comparaisons et des rapprochements. Donc le travail sur la psychologie des machines, qui a d'ailleurs intéressé mon ami Maxence Laillé, qui a lu mes textes à ce sujet. Je ne sais pas très bien ce qu'il a dit à ce sujet, mais il m'a dit qu'il les avait lus, qu'il avait même réagi. C'est un domaine tout à fait passionnant. Et notamment, je vais revenir sur des adjectifs ou des formules qu'on emploie souvent, et apparemment qu'on n'aurait pas envie, c'est le cas de le dire, qu'on n'aurait pas tendance plutôt à associer à la psychologie des machines. Et la psychologie des machines, ça peut être, à la limite, ça peut être une machine extrêmement... Moi j'emploie le mot machine dans un sens très très large. Par exemple, un livre c'est une machine pour moi, un crayon c'est une machine, une statue c'est une machine. C'est un objet, je préfère, un objet, un outil, un objet. N'importe quel objet peut servir quelque part d'outil, comme on sait. On peut tuer quelqu'un avec un crayon, ou n'importe quoi, ou avec une cuillère, bon, peu importe. Donc, les objets sont facilement instrumentalisables et on peut les utiliser pour autre chose que ce pourquoi ils ont été initialement conçus. C'est bien connu. On peut assommer quelqu'un avec, par exemple, un vase qui sert à mettre des fleurs, par exemple. Donc, des mots comme sensible. Quelqu'un est très sensible. Des mots comme j'ai envie de ceci. Ou voilà. Eh bien, je pourrais en donner d'autres expressions. Ça viendra au fur et à mesure. Il y a un mot qui me paraît très important, c'est le mot subjectivité. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est dans la subjectivité ? C'est quelqu'un qui tient plus compte de son ressenti intérieur que de la réalité objective, extérieure. Alors c'est assez paradoxal parce que je vais dire que les objets sont subjectifs et que les sujets sont objectifs. C'est un peu étrange comme propos, mais j'espère que vous allez me suivre dans mon raisonnement, sinon pas forcément accepter mes propos. Alors, prenons un exemple très simple. Quelqu'un, vous savez, les gens qui font ce qu'on leur dit. Voilà. Par exemple, je ne sais pas, si un général dit à ses troupes, vous mitraillez tout ce secteur, ils mitraillent ce secteur. Ils ne vont pas se poser de questions. Donc finalement, celui qui est sous les ordres, d'une façon ou d'une autre, et une machine est sous nos ordres, on la fait fonctionner, et voilà, on appuie sur un bouton et ça fait ça.
tout ce qui est sous l'ordre de quelqu'un a tendance généralement à ne pas tenir compte de la réalité extérieure. Évidemment, s'il y a des gens tirer sur la population, ils vont viser pour tirer sur la population. Mais ils ne vont pas se poser des questions s'ils doivent tirer ou pas tirer, et qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce que les gens ressentent. Donc il y a évidemment un minimum de mise en pratique, de mise en œuvre, mais globalement, le réel, il ne sera appréhendé qu'au regard, qu'au prisme des commandements, des ordres qui ont été reçus. Et en ce sens-là, je parlais d'une subjectivité. C'est-à-dire que celui qui agit, une femme, un cheval, une voiture, n'importe quoi, obéissent à des ordres, obéissent à des processus qu'ils ont déclenchés. Et par conséquent, ils sont dans la subjectivité, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur, même si l'ordre vient d'en haut, néanmoins, ils passent par leur intériorité, et c'est leur intériorité qui va être au centre du processus. À l'inverse, le maître, en quelque sorte, le chef, l'homme libre, en quelque sorte, lui, il va donner ses ordres en tenant compte jusqu'à un certain point de la réalité. Il va s'inspirer de cette réalité. Il va l'observer, cette réalité. Prenons le cas de Napoléon, premier. Napoléon, il observait le champ de bataille. Il regardait ce qui se passait. Il avait une vision globale. Et après, il donnait des ordres, et alors là, il fallait les suivre au doigt et à l'œil. C'est autre chose, voyez-vous. Mais lui, il était dans l'objectivité, il regardait le champ de bataille, il regardait la situation. Il n'y avait pas quelqu'un qui lui disait fais ceci ou fais cela. Il regardait la réalité qu'il y avait en face de lui. Mais après, les ordres étaient transmis, et là, ceux qui recevaient ces ordres, ils n'avaient pas besoin de regarder cette réalité, ou du moins, comme je disais tout à l'heure, de façon tout à fait ponctuelle et partielle. Ils devaient tout simplement agir en accord avec les commandements qu'ils avaient enregistrés en eux-mêmes, qu'ils avaient reçus en eux-mêmes, et donc, par conséquent, ils étaient quelque part dans la subjectivité. J'espère que vous avez compris cette gymnastique intellectuelle. Et plus globalement, si on prend le cas de l'influence des astres, les astres obéissent à des règles, à des lois, à des plans qui n'ont rien à voir quelque part avec la réalité sur le terrain. Ce sont des choses qui sont planifiées. C'est comme les élections, par exemple, dans un calendrier électoral. Les élections ont lieu tous les 5 ans, par exemple, aux États-Unis comme en France, d'ailleurs, maintenant. Et quoi qu'il arrive, il faudra que ça ait lieu. Et quoi qu'il arrive, il faudra qu'en novembre, les élections aient lieu. Donc, c'est un système qui fonctionne de façon absolument rigoureuse, rigide, et qui ne tient pas compte de la réalité. Peu importe qu'il y ait une crise ceci ou une crise cela, les élections ont lieu. Et peu importe, le mandat va devoir être remis sur le tapis. Peu importe. C'est comme ça. Donc là aussi, on a la même chose. On a un système qui n'est pas dans l'objectivité, qui est dans la subjectivité. C'est-à-dire qui ne fait que sur sa propre logique, sa propre systématique, et qui ne tient pas compte, qui ne s'adapte pas à la réalité. Bien entendu, il va y avoir des électeurs, il va y avoir des candidats, et ces candidats, ils appartiennent effectivement à une certaine réalité. Mais néanmoins, le grand processus qui est en cours, qui est généré, qui est déclenché, lui, il est complètement subjectif, c'est-à-dire qu'il est décalé de la réalité. Il va imprimer, ce qui est autre chose, sa marque sur cette réalité, bien évidemment, tout comme un appareil que vous déclenchez va avoir une action sur cette réalité, mais il ne captera pas cette réalité, il la transformera éventuellement, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, par conséquent, les astres font de nous, en tout cas de ceux qui sont marqués par les astres, et j'ai déjà dit dans mes travaux, c'était surtout les femmes qui étaient les éléments, l'interface entre les hommes et les astres, les femmes sont marquées par la cyclicité astrologique.
Et par conséquent, elles sont ce qu'on appelle les gardiennes du temps, et elles le font de manière imperturbable, et elles ne peuvent rien y faire, en quelque sorte. C'est plus fort qu'elles, c'est en elles. Cette influence, ces processus cycliques des astres sont en elles. Et par conséquent, on est encore une fois dans la subjectivité, c'est-à-dire qu'elles ressentent un besoin de ceci, elles ressentent une envie de cela, elles sont sensibles à ces processus-là, et voilà, il faut que ça marche. Vous voyez bien, donc, par conséquent, que des expressions que l'on pourrait associer à l'humanité, une humanité qui n'a rien à voir avec la mécanique, en réalité, ce n'est pas le cas. En réalité, la mécanique est sensible, bien évidemment, aux ordres qu'on lui donne, elle est sensible aux impulsions qu'on lui donne, et elle est également dans une envie, dans un processus d'action qui est déterminé par certaines configurations, en l'occurrence, et qui font qu'elle est obligée, en quelque sorte, d'agir de cette manière. Et en ce sens-là, je dirais qu'elles ont envie de faire ça. C'est pour ça que je dis que les femmes et les machines ont un comportement très semblable. On peut dire que les machines imitent les femmes, si ça vous fait plaisir, bien entendu. Il y a une ressemblance assez étonnante. Et malheureusement, le développement technologique fait problème pour les femmes parce que les machines sont capables beaucoup plus facilement d'imiter l'activité féminine que d'imiter l'activité masculine. J'ai déjà écrit ça il y a très longtemps, c'était il y a 13-14 ans, dans un article qui s'appelait Tselem, paru sur le site hommeseffets.com d'Alain Kieser. Je disais effectivement qu'il y a ce problème qui se posait, à savoir le rapprochement structurel, fonctionnel, entre la machine et la femme. Et par conséquent, lorsqu'une femme dit « j'ai envie », je sens comme ceci, je capte comme ceci, elle parle comme une machine.